Dans ce système, en effet, on chercherait en vain la présence du pouvoir national au milieu des mécanismes de codécision. La véritable codécision exigerait l'unanimité, ce qui bien sûr paralyserait une institution qui doit en permanence composer avec la conjoncture. Les décisions seront donc prises à la majorité, et elles seront prises non par des représentants des États, mais par des personnalités indépendantes qui ne recevront pas d'ordre de leurs gouvernements respectifs, dont la France, en tant qu'État, n'aura absolument aucune part à l'élaboration de la politique monétaire. C'est cela, sans doute, qu'on appelle la souveraineté partagée. Curieux partage qui tenterait à priver la France de toute liberté de décision. Et ne négligeons pas les conséquences de ce qui se prépare. Conséquences économiques et conséquences politiques. Conséquences économiques d'abord. Il n'est de politique économique cohérente que dans la mesure où elle dispose de l'ensemble des moyens d'intervention sur l'économie. Budget, fiscalité, actions structurelles en faveur des entreprises, monnaie. L'aliénation de notre politique monétaire entraîne donc la possibilité de conduire une politique économique autonome, processus que l'Union économique et monétaire reconnaît d'ailleurs en le qualifiant joliment de convergence. Dès lors, le processus de l'Union économique et monétaire mérite 3 commentaires. En premier lieu, il renouvelle le choix d'une politique qu'on pourrait qualifier de monétarienne, qui est synonyme de taux d'intérêt réel élevés, donc de frein à l'investissement et à l'emploi, et d'austérité salariale. Notons à ce propos l'hypocrisie fatale qui consiste à parler de francs forts lorsque le refus de la dévaluation se paie du blocage de l'investissement et de l'explosion du chômage. C'est très exactement la réédition de la politique du bloc or qui a conduit l'industrie française à la crise au cours des années 30. Bonjour la modernité. Maastricht est ensuite la suppression de toute politique alternative, puisque la création d'un système européen de banque centrale, indépendant des gouvernements, mais sous influence du mark, revient en quelque sorte à donner une valeur constitutionnelle à cette politique de change et à ses conséquences monétaires. Et je renvoie ceux qui voudraient croire qu'une politique budgétaire autonome demeurerait possible au texte du traité, traité qui prévoit le respect de normes budgétaires tellement contraignantes qu'elles imposeront à un gouvernement confronté à une récession d'augmenter les taux d'imposition pour compenser la baisse des recettes fiscales et maintenir à tout prix le déficit budgétaire à moins de 3% du PIB. Enfin, et je souhaite insister sur ce point, la normalisation de la politique économique française implique, à très court terme, la révision à la baisse de notre système de protection sociale, qui va rapidement se révéler un obstacle rédhibitoire tant pour l'harmonisation que pour la fameuse convergence des économies. Que la crise de notre État-providence appelle de profondes réformes, je serai le dernier à le contester. Que cette modernisation, faute de courage politique, soit imposée par les institutions communautaires, voilà qui me semble à la fois inquiétant et riche de désillusions pour notre pays. Il suffit d'ailleurs de penser à cette Europe sociale qu'on nous promet et dont le président de la République, lui-même inquiet semble-t-il des conséquences de la monnaie unique, cherchait à nous convaincre, à l'aurore de ce 1er mai 1992, qu'elle aurait un contenu, qu'elle nous assurerait un monde meilleur. Hélas, quand on lit les accords de Maastricht, on ne voit pas très bien où est le progrès social. On voit bien, en revanche, qu'on ouvre la porte à l'harmonisation, c'est-à-dire à un processus où, comme en matière fiscale, on cherchera au mieux à se mettre d'accord sur une moyenne plutôt que sur un optimum.
et où chaque fois que nous voudrons faire une innovation dans notre législation sociale, il faudra aller demander la permission de nos partenaires. Les conséquences politiques à escompter du processus ne sont pas moins importantes. Rappelons-nous une évidence. Dès lors que dans un territoire donné, il n'existe qu'une seule monnaie, les écarts quelque peu significatifs de niveau de vie entre les régions qui le composent deviennent vite insupportables. L'expérience des États fédéraux, mais aussi l'expérience de la réunification allemande, devrait dissiper tous les doutes à ce sujet. Or, si l'on veut, comme l'affirme le traité, imposer une monnaie unique à tous les pays membres, un effort colossal devra être entrepris pour réduire les écarts actuels qui sont immenses. Un effort colossal sans commune mesure avec ce que nous réclame présentement Jacques Delors pour doter ces fonds de cohésion. Il sera sans doute nécessaire de porter progressivement, comme le pensent assez raisonnablement, me semble-t-il, certains experts, le budget communautaire jusqu'à 10% du produit national brut, c'est-à-dire 8 fois plus qu'aujourd'hui. On n'imagine pas un budget de cette ampleur sans un contrôle politique. Cela ne s'est jamais vu. Il faudra donc bien qu'un Parlement européen vote le budget comme un Parlement national et qu'un gouvernement responsable devant lui l'exécute. C'est ainsi que la nécessité budgétaire engendrera tout naturellement les organes fédéraux appelés à gérer un gigantesque système centralisé de redistribution à l'échelle de la communauté. Et puisqu'il s'agira de redistribuer, ce sera bien entendu aux pays les plus avancés d'en supporter la charge. C'est dire combien la France devra payer, elle dont la contribution nette à la communauté s'élève déjà, d'après la Commission des finances du Sénat, à 25 milliards de francs pour 1991. C'est ainsi que la France, qui ne trouve déjà plus les moyens de financer pour son propre compte une vraie politique d'aménagement du territoire et d'aménagement urbain, devra demain engager des ressources considérables pour financer l'aménagement du territoire de ses voisins. C'est ainsi que la France, qui verse déjà son tribut à la réunification allemande sous la forme de taux d'intérêt exorbitants, devra demain débourser une deuxième fois pour l'Allemagne de l'Est par le biais de sa contribution au budget communautaire. Alors bien sûr, on peut se rassurer à la pensée que d'ici à l'an 2000, certains des 10 autres pays qui ont accepté le principe de la monnaie unique seront amenés à y renoncer et que l'union monétaire se limitera au moins provisoirement à ceux d'entre eux bénéficiant du niveau de vie le plus élevé, de finances publiques en ordre et de prix stables. Mais dans un noyau dur où ne figureraient ni l'Angleterre ni l'Europe du Sud, que pèserait la France? Bref, ou bien l'union monétaire se fait à 10 ou à 12, et nous voilà payant très cher au profit du budget communautaire des interventions largement inutiles, ou bien elle se fait à 6, et nous voilà réduits à un statut proche de celui d'un land. Dans tous les cas, la monnaie unique, c'est l'Europe à plusieurs vitesses. À 3 vitesses si on la fait à 6, puisqu'il y aurait alors une Europe du Nord, une Europe du Sud et une Europe de l'Est. À 2 vitesses si on la fait à 12, puisqu'on continuerait à exclure les pays de l'Est. Et dans tous les cas, la monnaie unique, c'est une nouvelle division entre les nantis que nous sommes et les autres, c'est-à-dire les pays de l'Europe centrale et orientale.